Avec le nombre d'entrées que vous avez tous les jours, 9 box serait suffisant. Vous avez bien entendu. Là où on leur demande de doubler le nombre de box, ils nous proposent de le diviser par 2. On s'énerve, on leur dit c'est pas possible, on a 40 malades dans les couloirs pour voulait qu'on y arrive avec 9 box. Ça doit être que vous n'êtes pas bien organisé. Notre logiciel dit que, avec le nombre d'entrées que vous avez tous les jours, 9 box serait suffisant. Bon, le Covid a arrêté ça. Mais enfin, l'ARS essayerait de rendre repoussantes les urgences de l'hôpital public. Est-ce qu'elle s'y prendrait autrement? La loi Rist. Ça vous dit quelque chose, la loi Rist? Elle est passée, inaperçue visiblement, en mai 2023. Comme grâce au numerus clausus, on a une pénurie très importante de médecins, certains d'entre eux travaillent en intérim. Comme ils ne sont pas tout à fait assez nombreux pour répondre à la demande, ils demandent à être payés très cher. La loi Rist dit que on ne pourra plus payer un médecin plus de 1300 € pour 24 heures de garde dans le public. Le privé fait ce qu'il veut. D'après vous, les gars, ils vont aller travailler là où ça paye le moins bien ou là où ça paye le mieux? C'était en mai 23, les médecins hospitaliers ont dit attention, si on fait ça, on va devoir fermer des services qui fonctionnent en particulier avec l'intérim. Services de soins de suite et de réadaptation, des services d'urgence. Et on y est. Bien, donc l'État va essayer de déséquilibrer la concurrence publique-privée. L'appel au 15. Vous dites quelque chose, l'appel au 15? Oui. Pour aller dans un service d'urgence, il faut téléphoner au 15 pour avoir l'autorisation de vous présenter dans un service d'urgence. Alors, qui c'est qui a inventé ça? C'est un hôpital de Bordeaux. Ils étaient complètement débordés aux urgences et donc ils ont dit on va demander aux gens de téléphoner pour savoir si c'est bien justifié qu'ils viennent aux urgences. François Braun, qui a été ministre de la Santé, juste avant d'être ministre de la Santé, il était urgentiste, président de l'association SAMU Urgence de France. Quand il était président de l'association SAMU Urgence de France, il a dit les gens qui viennent aux urgences pour rien, c'est une fausse excuse, ça n'existe pas. Une fois ministre, il promet de désengorger les urgences. Pour désengorger les urgences, il a 2 solutions. Réouvrir des lits ou empêcher les gens de venir. Il a choisi la deuxième solution, il a fait développer l'appel au 15. L'appel au 15, les services d'urgence qui ont mis ça en place, leur activité a diminué de 20%. Suivez-moi bien. Si c'est pas vrai qu'il y a des gens qui viennent pour rien, qu'est-ce qu'ils font les 20% qui sont refoulés? Ils vont dans le privé, ou alors ils renoncent aux soins, ou alors ils meurent. Dans les journaux, vous avez plein d'exemples. Mais ça, c'est nickel. Hein. Parce que du coup, quand vous appelez quelqu'un, c'est un médecin du service public qui vous répond au téléphone. Le service public va lui-même trier les malades. Parce que pour ne pas surcharger les urgences de l'hôpital public, le médecin, il va envoyer vers le privé tous les malades qu'il sait que le privé va accepter, et puis il va envoyer vers le public tous les malades qu'il sait que le privé va refuser. L'État va donc déséquilibrer la concurrence publique-privée. Alors, pour faire ça, c'est encore plus facile si vous avez réussi à faire rentrer le privé dans les murs du public. Ça, c'est Sarkozy qui invente les contrats publics-privés. Alors, Sarkozy a dit le matériel, ça coûte très cher. Par exemple, une IRM, ça coûte très cher. Pourquoi on achète, comme le privé a beaucoup d'argent, pourquoi on n'achèterait pas une IRM avec des fonds mixtes et puis on exploitera cette IRM avec les 2 systèmes. Alors, je connais une secrétaire qui travaille dans un service de radiologie qui est comme ça, et elle nous explique que le privé prend 2 fois plus de malades que le public. Comment? Ils l'ont bien dit à la télé que ça marchait mieux le privé. Mais enfin, ça pose question parce que c'est la même machine. Les gens du privé travaillent 2 fois plus que ceux du public? Non. Les malades qui passent en privé passent 2 fois moins de temps dans la machine. Si vous allez dans le privé, vous passerez 6 minutes en IRM. Si vous allez dans le public, vous passerez 15 minutes en IRM.
Mais alors les résultats, 2 fois imprécis. C'est-à-dire que les médecins de ce service-là prennent le risque de passer à côté d'un diagnostic, peut-être une tumeur, on va passer plus de malades. S'il fallait une phrase que la recherche de rentabilité et le soin, ça ne va pas ensemble, la voilà. Sauf que les malades, eux, ils ne savent pas que les résultats sont 2 fois moins précis. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont eu rendez-vous 2 fois plus tôt. Et donc, quand quelqu'un de leur famille ou de leur copain aura besoin d'une IRM, ils diront, bah, allez dans le privé, hein. Ça marche vachement mieux. Il y a une autre solution pour infiltrer le public d'idéologie ultralibérale, c'est le cabinet conseil. Vous dites quelque chose du cabinet conseil? Malheureusement, Capgemini, McKinsey, il y a eu un scandale l'année dernière avec Macron, on ne sait pas combien il a donné, si on sait combien il a donné d'argent, on ne sait pas pourquoi. Capgemini, super fiers, dans leur promotion, ils sont fiers parce qu'ils ont renfloué l'hôpital de Nancy. 170 postes fermés, 170 lits fermés, 600 postes supprimés. Pour eux, c'est un véritable succès, hein. On est d'accord, je veux dire. Et donc, 2 solutions, soit ces 170 lits ne servaient à rien et les gestionnaires de l'hôpital de Nancy étaient débiles, soit ils servaient à quelque chose et du coup la population qui n'a plus accès à ces lits ne peut plus se faire soigner. Les cabinets conseils, les cabinets ultralibéraux qui ont infiltré la totalité de l'administration hospitalière française et la totalité de l'administration française tout court, jusqu'au sommet de l'État. Alors nous, on nous en a acheté un cabinet conseil, le service où je travaillais, enfin on nous a acheté la prestation d'un cabinet conseil. Alors les gars sont arrivés, 2 gars propres sur eux, un médecin et un ancien directeur des soins. Et ils ont dit, on va faire un audit de l'institution dans son ensemble. Vous savez ce que c'est qu'un auditeur? C'est quelqu'un que vous payez pour regarder votre montre et vous donner l'heure. Parce qu'en fait, en général, quand il découvre un problème, vous le connaissez déjà le problème, c'est juste qu'on ne vous a pas donné les moyens de le régler. On va faire un audit de l'institution dans son ensemble, de manière à mettre en place des lignes process qui vont permettre de réduire le stock patient pour améliorer le flux patient, avec l'objectif de réduire le temps de passage des patients aux urgences, qui est actuellement de 5 heures à 2h30 dans 6 mois. Il suffit de se challenger. Alors on a fait un... Ah, le nom m'échappe. Comment ça s'appelle? Masturbation intellectuelle en anglais. Un brainstorming, merci. Et donc le gars, il a écrit au paperboard, pour qu'une équipe soit efficace, il faut que, allez-y, écrivez le mot qui vous vient en tête sans réfléchir, ça c'était pas dur. Le premier mot qui vous vient en tête et venez coller votre post-it sur le paperboard. On vous a enfermé 48 heures dans une pièce, ça tient pas. On vous a enfermé 48 heures dans une pièce pour qu'on puisse réfléchir aux organisations qu'on allait pouvoir mettre en place pour améliorer l'organisation. Et après, il a lu, pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle ait une cohésion d'équipe. Parfait, c'est très important la cohésion d'équipe. Pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle ait... Pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle ait un objectif clairement exprimé. Je sens que vous avez déjà réfléchi à la situation. Effectivement, l'objectif clairement exprimé, c'est très important pour l'efficacité d'une équipe. Pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle ait un team manager reconnu. Parfaitement, le team manager sur les épaules duquel tout repose pour la cohésion d'équipe. Pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle soit corporate. Absolument. Une équipe à fond dans les objectifs de l'institution. Ouh, mais je sens qu'on va très bien travailler avec ce groupe. Vous avez déjà réfléchi aux choses. Vous êtes déjà dans l'esprit du new management. Pour qu'une équipe soit efficace, enfin, il faut qu'elle soit
Qui est-ce qui a écrit ça? Eric. Eric, excuse-moi, mais il faut que tu demandes à ta direction de t'offrir un coaching. Oui, parce qu'il faut que tu revoies ton paradigme managérial. Oui, parce que tu comprends, le critère de nombre pour l'efficacité d'une équipe, c'est un peu has-been, hein. Je ne juge pas. 7 heures. Le temps de passage des patients aux urgences, 6 mois plus tard, était de 7 heures. Je vous rassure, je vous sens inquiet à nouveau. Ils ont été payés quand même. Parce que les objectifs, ils ne sont pas obligés de les atteindre. Il y a donc une partie de notre pot commun qui part directement dans la poche des actionnaires des cabinets conseils qui sont en train de nous polluer l'esprit avec une idéologie ultra-libérale. Américain. Est-ce que tu peux libérer une place au déchocage, s'il te plaît? Le suivant nous amène à un défenestré. Un jeune homme a sauté par la fenêtre pour mettre fin à ses jours. Il est polytraumatisé. Je vais aller informer l'équipe, mais à la fin d'un mois, tout est organisé. La banque du sang, c'est qu'elle va devoir livrer plusieurs culots globulaires pour transfuser ce patient. Peut-être que le sang est déjà dans la salle d'accueil des urgences vitales. Le réanimateur est déjà dans la salle d'accueil des urgences vitales, avec l'équipe paramédicale, pour préparer le matériel pour être efficace dans la seconde. Le scanner, c'est que dès que le patient sera stabilisé par le réanimateur, il va devoir libérer une plage pour faire le bilan des lésions. Le bloc opératoire, c'est que lorsque le scanner aura fait le bilan des lésions, il va devoir libérer une salle avec une équipe opérationnelle pour opérer ce patient. L'opérer de quoi d'ailleurs? Si ce patient a un traumatisme crânien opérable, le neurochirurgien va intervenir immédiatement. Le chirurgien viscéral est au courant, le chirurgien thoraco-vasculaire est au courant. Toute une chaîne humaine de gens passionnés est organisée pour essayer de sauver la vie de ce jeune homme qui a tenté d'y mettre fin. Allô, Eric, tu peux venir avec moi, s'il te plaît, le petit du déchoc, il faut qu'on aille voir les parents. C'est terminé. Je vais me concentrer. Nous allons aller dans le salon des mauvaises nouvelles. Annoncer à des parents que leur petit garçon de 8 ans vient de mourir et faire basculer leur vie dans l'horreur. On fait ça, la mère accroche le réanimateur et lui dit qu'il faut sauver son fils, qu'elle ne peut pas vivre sans lui, qu'elle va mourir aussi. Le père va répéter toujours la même question. Comment je vais faire pour annoncer ça à ma fille aînée? Comment je vais faire pour annoncer ça à ma fille aînée? Le réanimateur va quitter la pièce, les larmes aux yeux, et je vais rester avec cette famille pendant 1 heure ou plus à essayer de leur faire accepter l'inacceptable. Je vais les emmener auprès du corps de leur enfant. Là, c'est le père qui va s'effondrer. Et ensuite, je les accompagnerai au service mortuaire, où avec mes collègues, on essaiera de les aider à prendre des décisions que jamais dans leur vie, ils n'avaient pensé avoir à prendre. Monsieur le directeur, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, votre rentabilité, nous n'en avons que faire. Nous sommes là pour soigner les gens, et ça ne va pas ensemble. Monsieur le directeur, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, je suis sûr que vous vous posez cette question. Cette chaîne humaine de gens passionnés, organisés pour sauver la vie de ce jeune homme qui a tenté d'y mettre fin, est-ce que ça ne coûte pas trop cher? Est-ce que c'est bien rentable? Monsieur le directeur, cette heure que je viens de passer avec cette famille à essayer de les aider à accepter l'inacceptable, est-ce qu'elle sera valorisée dans le bilan financier de mon unité fonctionnelle
dont vous allez venir nous rebattre les oreilles chaque année. Ne me dites pas que c'est parce que vous dirigez de manière rigoureuse comme une entreprise l'hôpital qu'il survit. Vous et moi savons que c'est faux. L'obsession de l'État ne serait pas de piquer l'argent de notre pot commun pour le donner à des actionnaires. Nous n'en serions pas là. La recherche de rentabilité tue l'hôpital public et donc tue des gens. Je ne m'énerve pas. Maman, j'explique aux gens. Où est-ce que j'en étais, moi, d'ailleurs? Ah oui. Asphyxier la sécurité sociale et créer trou de la sécurité sociale en lui faisant faire des emprunts sur les marchés financiers. Asphyxier les hôpitaux en leur faisant faire des emprunts sur les marchés financiers. Diminuer leurs recettes avec l'Ondam. Déséquilibrer la concurrence publique-privée. Infiltrer l'hôpital d'idéologie ultralibérale. Je pense qu'on est pas mal là. Il ne reste plus qu'à faire accepter les choses. Comment ils vont s'y prendre pour faire accepter les choses? Eh bien justement, ils vont surfer sur l'idéologie ultralibérale qu'ils ont instillée dans chacun de nos cerveaux. Je discute avec un médecin des urgences. Il me dit qu'il est débordé de travail, qu'il y arrive plus, il est en grève. Ah non, il me répond, on ne peut pas parce que le chef du service ne veut pas. Donc, ok, vous ne mettez pas en grève parce que le patron n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a une autre raison. C'était juste après les élections de Sarkozy. Je lui ai dit, je pense que tu ne veux pas te mettre en grève parce que tu serais en contradiction avec le bulletin de vote que tu as mis dans l'urne la semaine dernière. Et là, le gars me répond un truc incroyable. Il me répond, ça n'a rien à voir, c'est de la politique. Ce gars est inconscient que le bulletin de vote qu'il met dans l'urne a des conséquences directes sur sa vie professionnelle et sur sa vie privée. Combien on est à penser ça? Un neurologue, Macron se promène dans un hôpital pour expliquer qu'il s'occupe de tout et qu'il va tout arranger. Et il tombe sur un neurologue résistant. Le gars lui dit, il y a eu le feu à Notre-Dame, vous avez fait ce qu'il faut pour la réparer, il faut faire pareil avec l'hôpital, il y a le feu à l'hôpital, il faut faire ce qu'il faut pour le réparer. Macron en fume en 2 minutes, sans jeu de mots, il y en a un temps. Et lui dit au neurologue, je sais que je peux vous faire confiance. Le neurologue lui répond, oui, vous pouvez me faire confiance, mais moi par contre, je ne suis pas sûr du contraire. Résistance, neurologue. Le lendemain, je l'entends parler sur un plateau télé. Il dit, la fermeture de lit nuit à l'activité de l'hôpital. Vous voyez comment dans sa tête de résistant, pourtant, la gestion de l'hôpital comme une entreprise est déjà là. Parce que la fermeture de lit, ce n'est pas à l'activité de l'hôpital que ça nuit, c'est à la population qui est dehors, qui n'a plus accès à ces lits. Là, ils vont donc surfer sur l'idéologie ultralibérale, ils vont cultiver la division. Alors ça, c'est pas bien. Parce que les professions de santé sont par nature des professions extrêmement divisées. La médecine hospitalière et la médecine de ville. Oui, les médecins de ville ne jouent pas le jeu, ils ne s'occupent plus des patients comme avant, ils ne veulent plus travailler autant qu'avant. En même temps, tout le monde a un médecin traitant dans cette salle. Qui n'a pas de médecin traitant? D'accord? Vous avez vu combien déjà? Alors, 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. 1 sur 10. Attention, tous ces gens-là ne sont pas forcément des gens en bonne santé. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques qui sont suivies par un médecin traitant. Quand ce médecin va arrêter, ils vont mourir. Parce qu'ils n'auront plus personne pour les suivre. Donc, la médecine hospitalière et la médecine de ville, oui, la médecine de ville ne joue pas le jeu. La médecine de ville et la médecine hospitalière, oui, les médecins hospitaliers ne jouent pas le jeu. Nous, quand on veut hospitaliser un malade dans le privé ne veut pas, on ne peut pas. Les urgences et les services. Les urgences, oui, les urgences ne jouent pas le jeu. Il n'y a que le programmé qui compte. Et du coup, on ne peut pas monter des malades qui stagnent dans les couloirs. Les étages et les urgences. Les étages, oui, les urgences ne jouent pas le jeu. Il n'y a que le non programmé qui compte. Ils piquent nos lits réservés et du coup, on ne peut pas opérer les gens qui sont à l'extérieur. La discorde des syndicats. Dans le dernier hôpital où je travaillais, 2 syndicats. CGT, FO. Ils m'amènent un mot d'ordre de grève
pour que les équipes se mettent en grève, à peu près pour les mêmes revendications, la même semaine, à 2 dates différentes. Ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur une seule et même date. Du coup, ils perdent toute crédibilité auprès des équipes. Les cavaliers, on a l'habitude de dire que quand le foin manque, les chevaux se battent. Moi, je dis à tous ces gens-là, tant que vous vous disputez, la direction, le gouvernement et l'ARS dorment sur leurs 2 oreilles. Ce qui pourrait arriver de grave au gouvernement, c'est que toutes les professions de santé se fédèrent et se retournent contre lui. Ce qui sera encore pire, c'est que la population prenne fait et cause pour eux. Et quand je parle de prendre fait et cause pour eux, je ne parle pas d'applaudir à 20h sur le balcon. Je parle de faire un vrai truc. De descendre dans la rue, par exemple. Demain. J'espère que toute la population sera là. On va en parler après de demain.